Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne consacrée à l'exploration des méandres numériques qui nous entourent. Qu'avons-nous au menu aujourd'hui? Mieux comprendre l'IA. Sujet très intéressant. Il y a trop de choses qui sont dites autour de l'IA qui ne me plaisent pas. Et c'est ce que nous allons corriger avec cette vidéo. Enfin, ce sera une série de vidéos consacrées à l'IA. Parce que c'est un sujet trop dense à traiter en une seule vidéo. Cette première vidéo sera accessible à tous, il n'y aura pas trop de mots techniques et l'idée sera de vous faire comprendre l'IA dans son ensemble et pas juste l'IA qui a été découverte ces 5 dernières années. Alors, tout remettre dans son contexte, tout bien expliquer afin qu'on parte sur de bonnes bases pour qu'ensuite les prochaines vidéos soient beaucoup plus simples à comprendre. Avant de parler du contexte de l'IA, parlons de mon contexte avec l'IA. J'ai fait plusieurs projets avec l'IA de manière professionnelle en entreprise. Je n'ai pas été le principal acteur de ces projets, mais j'ai participé à ces projets, j'ai aidé à les créer. J'ai compris les mécanismes, j'ai eu des réussites et j'ai eu des échecs. Je me sens légitime pour parler de toutes ces expériences. Et à travers ces vidéos, et c'est le but de la chaîne, nous allons voir comment fonctionnent les rouages, comment s'expliquent techniquement les choses. Et grâce à ça, nous allons voir les opportunités, ce que l'IA peut vous apporter et aussi les limites de cette IA. Nous allons tout pouvoir démontrer et vous allez voir qu'en fait, rien n'est magique. Vous allez voir que tout est logique. Et je vais essayer de vous inculquer cette logique. C'est vraiment le but de la chaîne. Et ça me fait vraiment plaisir de traiter un sujet comme cela avec vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des différentes IA, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'IA. Il y a des IA qui sont nouvelles, il y a des IA qui ont apporté des choses, certaines IA qu'on essaie de sortir du placard. Je vais faire la lumière autour de tout ça. Mais c'est pas nouveau. À chaque fois que de nouvelles technologies émergent, cela peut être le cloud, cela peut être le big data, j'en ai connu des tas, et je peux vous dire qu'à chaque fois, c'est révolutionnaire et que ça va changer l'entreprise. Et au final, très peu sont devenus vraiment incontournables. Très peu ont tout changé. Oui, il y a eu des changements à chaque révolution, les changements espérés n'ont jamais abouti. C'est à chaque fois il y a eu un compromis. Il y a des choses qui ont bougé, il y a des choses qui sont restées telles quelles, il y a des choses qui ont été améliorées, il y a des choses qui ont été abandonnées. Tout ça est normal. D'ailleurs, si vous voulez avoir des vidéos autour du big data, du cloud, on pourra le faire. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous êtes intéressé. Lors de chacune de ces révolutions, j'ai vu des petits malins apparaître. Ces petits malins se gargarisaient de tout connaître, de tout savoir, et pensaient expliquer la vie à tout le monde. Il s'est avéré que le seul domaine dans lequel ces petits malins excellaient, c'était de bien parler. Et que bien souvent, ils ne connaissaient pas le monde autour d'eux. Et c'est ce qui leur faisait faire des erreurs. Ils sous-estimaient les solutions existantes et surestimaient la leur. Et ils ne voyaient pas ni les qualités, ni les avantages réels de leurs solutions. Et la plupart de ces projets, c'est souvent soldé par des cuisants échecs. Aujourd'hui, je vais vous fournir ma vision des choses. Et je vais essayer d'être le plus factuel possible. Je suis un homme, pas une machine, et je vais forcément insérer de l'émotion et des biais cognitifs. C'est propre à chaque humain. Vous ne trouverez jamais un homme qui détient la vérité. D'ailleurs, méfiez-vous de ceux qui disent la connaître. En tout cas, je vous invite à regarder plusieurs sources sur les IA, et pas uniquement la mienne, afin que vous puissiez vous faire votre propre point de vue. On ne pourra malheureusement pas échapper à quelques définitions. Je vais vous présenter la définition IA en anglais. Je vais vous épargner mon accent ridicule, et nous allons parler du contenu en lui-même. Alors pourquoi je vous ai sorti la définition en anglais? Parce que l'IA a été créée par les Américains, ou des anglophones. Je ne me rappelle pas exactement, je ne vais pas refaire tout l'historique de l'IA, ce n'est pas le but de la vidéo. Si on fait bien attention à la définition, elle nous dit que le but de l'IA, c'est d'essayer de simuler des comportements intelligents. En aucun cas, c'est dit que l'IA va surpasser l'homme, ou qu'elle a pour but de devenir une super intelligence. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. L'IA a été créée pour combler un manque des ordinateurs. Les ordinateurs fonctionnent avec des algorithmes, et les algorithmes sont tout sauf intelligents. Ils répètent bêtement des choses et des choses et des choses. C'est leur grande force. Ils vont répéter des choses sans jamais se lasser, sans jamais faire d'erreur. Et c'est pour ça que l'informatique a été créée. C'est pour automatiser des tâches. Autre chose qui est notable dans cette définition, c'est que les IA apprennent et surtout extrapolent à partir de données. Donc cela veut dire que nous avons déjà les solutions avant d'entraîner une IA. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Ah oui, j'oubliais. Cette dernière remarque concerne une petite partie de l'IA qui s'appelle le machine learning. Mais vous inquiétez pas, nous verrons ça ensemble tout à l'heure. Alors maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je vous ai embêté avec la définition en anglais de l'IA et pourquoi pas celle en français. En anglais, le mot intelligence correspond à une intelligence de base, c'est-à-dire il fait la différence entre quelque chose qui est intelligent, qui a une intelligence, et quelque chose qui n'en a pas. En français, nous avons deux définitions. Une qui concerne ce même mot, je suis doué d'intelligence ou je ne suis pas doué d'intelligence, et une autre qui dit je suis plus intelligent que quelqu'un d'autre. Cette notion n'existe pas en anglais. Et quand on parle d'IA, d'intelligence artificielle en français, on peut avoir un doute. Mais si on repart du mot originel et de sa source, de d'où il provient, il n'y a pas de doute possible. L'intelligence artificielle, pour un anglo-saxon, cela veut dire que c'est quelque chose qui essaye de reproduire l'intelligence humaine. Mais en aucun cas, c'est une intelligence comme nous on pourrait avoir en tant que Français en disant j'essaie de faire une intelligence élevée. Cela n'a l'air de rien, mais cela m'a causé beaucoup de quiproquos avec mes interlocuteurs, qui, généralement des décideurs dans les entreprises, qui voulaient que l'IA
fasse des choses que les hommes ne sont pas capables de faire. Fasse des choses qui sont impossibles à faire pour des humains, des raisonnements impossibles, qu'ils n'arrivent pas à mettre en œuvre de leur côté et qui se sont dit, bon ben voilà, je vais pouvoir développer mon business en utilisant ce genre de technologie. Et il s'est avéré que l'IA ne peut pas aller contre les lois physiques ou contre les lois du marché. Et surtout, si on ne lui donne aucune information, elle ne va pas trouver la solution. Ce n'est pas quelque chose de magique. Ce n'est pas un devin, ce n'est pas une boule de cristal. Donc, c'est pour ça que cette vidéo est hyper importante, pour que vous compreniez bien ce que l'IA peut faire et surtout ce qu'elle ne peut pas faire. Les Anglais, pour dire que vous avez une grande intelligence, vont plutôt utiliser l'adjectif smart, ce que j'ai mis en face des 3 définitions qui correspondent à cette intelligence supérieure. L'IA, proprement parler, nous l'utilisons depuis des années. Nous la rencontrons dans les jeux vidéo, les échecs, dans les jeux de plateforme, dans les RTS, dans les FPS, enfin tous les jeux qui ont des ennemis qui sont commandés par ordinateur, ou NPC, Non-Player Character. Ensuite, on le rencontre aussi dans la vie de tous les jours, aussi bien sur les portes automatiques que sur les ascenseurs, que sur les thermostats, que les feux de circulation. C'est une forme d'IA. C'est-à-dire que l'environnement comprend ce que je veux faire. Si je suis dans un ascenseur, je suis au 4e étage et que j'appuie sur le 2e étage, il va comprendre que je veux descendre. Inversement, si je suis au 1er étage et que j'appuie sur le 3e étage, il va comprendre que je veux monter. Il y a une sorte d'intelligence. Ce n'est pas instinctif. Je dialogue avec mon environnement, avec mon appareil qui est en face de moi et j'arrive à me faire comprendre. Bien sûr, dans les industries, il y en a de partout, dans la chaîne de production, dans la qualité, dans beaucoup de choses qui sont automatisées. On peut catégoriser l'IA sous 3 grandes formes. La première, stimulus-réaction, c'est quelque chose qu'on rencontre dans la nature. Il se passe quelque chose et je réagis en fonction de ce qu'il se passe. Quelqu'un entre dans mon territoire et je défends mon territoire. Tout bête, c'est tout simple, mais c'est une forme d'intelligence. Le deuxième, que l'on connaît plus, ce sont les algorithmes. Comme par exemple pour les échecs, c'est un algorithme qui fait que l'ordinateur va essayer de déterminer le meilleur coup à faire dans ce jeu. Et il va essayer de battre son adversaire. Ensuite, il y a le machine learning, celui dont on entend parler tous les jours, à part si vous vivez dans un igloo au fin fond de l'Antarctique. Ce machine learning permet de faire des choses que les 2 premières IA sont incapables de faire. Ces IA vont maintenant faire des prouesses dans des domaines dans lesquels ils étaient incapables de briller. Par exemple, pour le jeu de Go, une IA était capable de gagner un professionnel, ce qui était impossible jusqu'alors. Ou sinon, dans les RTS, les IA vont faire mieux que les humains et on est obligé de les brider si on veut avoir un combat équitable. Bien sûr, si on veut faire quelque chose d'un peu plus compliqué, que si nos besoins sont un peu plus complexes que des besoins de base, on peut combiner ces IA entre elles. L'une avec l'autre, les 3 ensemble, c'est vous qui voyez. Il n'y a pas de limite à cela. On peut même faire plusieurs algorithmes ensemble, on peut faire plusieurs machine learning ensemble, on peut faire plusieurs algorithmes avec une machine learning, plusieurs machine learning avec un seul algorithme, on peut faire un peu ce qu'on veut. Bien avant ces dernières années, l'IA a réussi des prouesses. Comme par exemple en 1997 lorsqu'elle a battu un champion d'échecs. À l'époque, c'était vraiment un exploit. Maintenant, c'est quelque chose de courant, mais à l'époque, il fallait un très gros ordinateur spécifiquement créé pour cela, qui était arrivé à le faire. Quelques années plus tard, avec la puissance des ordinateurs qui a décuplé, n'importe quel ordinateur de salon est capable de gagner un champion d'échecs. D'ailleurs, il n'y a plus de match. Maintenant, l'ordinateur est devenu la référence. C'est lui qui définit si c'est un bon coup ou si c'est un mauvais coup. On ne va plus demander à un champion d'échecs. Même les champions d'échecs apprennent avec l'ordinateur. Alors qu'est-ce qui se cache derrière cet exploit? C'est une intelligence artificielle. Elle est basée sur un algorithme. Et vous allez voir qu'en fait, c'est tout sauf intelligent. C'est un algorithme que l'on peut caractériser de force brute. C'est exactement le même principe quand vous voulez casser un mot de passe. Généralement, ce qui fonctionne le mieux, c'est de tester tous les mots de passe. L'algorithme qui est derrière l'IA des jeux d'échecs, c'est le même principe. Il va juste tester tous les coups possibles, à partir des pièces, dans la position dans laquelle elles sont. Et il va faire ça pour les 2 joueurs, de son côté et les côtés adverses. Il va regarder dans quelle situation, s'il déplace une pièce, combien de chances il a de gagner la partie. Combien de chances il a de faire match nul, combien de chances il a de perdre. Et bien entendu, il va choisir un coup où il va trouver qu'il a 100% de chance de gagner en faisant ce coup. Ou vraiment une chance très très minime de perdre. C'est vraiment de la force brute, pure et dure. Il n'y a aucune intelligence. C'est comme si vous prenez votre plateau, vous dites à votre adversaire de partir, vous revenez dans 3-4 ans, entre chaque coup. Et vous avez entre-temps testé tous les coups possibles, imaginables, toutes les parties possibles et imaginables, vous avez tout noté et vous dites, bon voilà, ça c'est le meilleur coup. Et bien lui, l'ordinateur, il est capable de le faire en quelques secondes, parce qu'il est capable de faire des millions d'opérations par seconde, voire des milliards d'opérations par seconde. Ça dépend de la complexité des opérations. Vous en conviendrez, il n'y a rien d'intelligent. C'est du bourrinage pur. Je teste tout et je m'assure que je choisisse le déplacement qui m'octroie les meilleures chances. Essayons de comprendre ensemble qu'est-ce que veut dire stimulus-réaction. Par exemple, pour une porte automatique, c'est ultra simple. Le capteur détecte ma présence, donc que je déclenche le mécanisme d'ouverture de la porte automatique. Le système a compris, de par ma présence, que je voulais passer et il m'ouvre la porte automatiquement. Il y a une espèce de compréhension mutuelle entre moi et le système. Bon, le système est suffisamment bête pour m'ouvrir la porte lorsque je ne le veux pas, quand par exemple j'attends quelqu'un, que je m'abrite ou autre, mais disons qu'il est suffisamment intelligent pour être considéré comme une IA.
Vous l'aurez compris, ce n'est pas avec les deux premières catégories de l'IA que l'on va faire des prouesses telles que les GAFAM sont en train de réaliser. Qu'est-ce que OpenAI, Google, Tesla et autres utilisent comme IA? Ils utilisent le machine learning. Le machine learning n'est pas nouveau. Il a été créé il y a plus de 20 ans. Les algorithmes ne sont pas nouveaux non plus. L'ultra grande majorité des algorithmes n'ont pas été créés ces dernières années. Comment ces IA fonctionnent? Il faut les nourrir de données, de beaucoup de données, d'extrêmement beaucoup de données. Et avec ces données, on va entraîner l'IA à répondre à des questions. À l'intérieur du machine learning, il y a encore plusieurs catégories. Tout dépend de ce que l'on veut faire. La catégorie qui est le plus en vogue en ce moment, c'est les réseaux de neurones, et même les LLM. Nous discuterons de cela dans une autre vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de l'IA en général. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que les IA consomment beaucoup de données, et que la machine apprend de données existantes. Et ça, c'est très important. Le machine learning peut être vu comme un modèle statistique personnalisé, que l'on aurait créé. Si on réfléchit bien, qu'est-ce qu'un modèle statistique? Un modèle statistique, c'est qu'on va recueillir un grand nombre de données, et à travers ce grand nombre de données, avec les paramètres en entrée que les gens que l'on a contactés ou que les statisticiens ont créés, on va générer un modèle. Et bien l'IA, le machine learning plus exactement, c'est exactement pareil. Vous allez collecter un grand nombre d'informations et vous allez générer votre propre modèle statistique. Pour que cela fonctionne, il y a deux conditions principales. Premièrement, il faut un volume de données suffisamment grand. Si vous n'avez pas assez de données, votre modèle ne donnera rien. Il faut aussi des données de qualité. Si vous avez beaucoup de données, mais que ces données sont erronées, vous allez générer un modèle qui génère des données erronées. Si on réfléchit bien, avec le machine learning, on répond à des questions dont on connaît déjà la réponse. On a exactement les mêmes limites qu'avec les modèles statistiques. On est capable de répondre à des questions dont on connaît la réponse à l'avance. On est capable d'extrapoler ou d'interpoler les réponses. Mais on ne peut pas complètement créer une nouvelle réponse, inventer des nouvelles choses. En fait, on va se contenter d'aider les personnes qui ne connaissent pas des réponses à les trouver. On a transformé l'ordinateur en bête savante. On a un immense puits de connaissances. Si les algorithmes existent depuis plus de 20 ans, pourquoi maintenant? Pourquoi l'IA fait des prodiges ces dernières années? Tout simplement parce que les conditions n'étaient pas réunies il y a 20 ans. Alors, qu'est-ce que l'IA a besoin? Premièrement, nous avions besoin d'un énorme stock de données. Et cet énorme stock de données, nous l'avons créé avec Internet. Internet contient maintenant un nombre de données suffisamment grand pour permettre d'entraîner ces IA. Et le deuxième point, c'est que pour traiter ces masses de données extrêmement grandes, nous avons besoin d'énormément de puissance, d'une puissance colossale. Et les data centers qui ont été créés ces dernières années ont maintenant beaucoup de puissance disponible. Avant, quand on créait des data centers, tous les serveurs étaient occupés au moment de leur vente. Les entreprises ont créé des data centers qui sont énormes et qui ne sont pas occupés à 100%. Et ils arrivent à utiliser cette puissance pour générer leur modèle d'intelligence artificielle. Grâce aux prouesses qui ont été faites ces dernières années, ils ont maintenant les financements nécessaires pour créer des data centers dédiés à leurs IA. Un autre point qui a changé, c'est au niveau d'un algorithme. Celui-ci n'a pas été inventé, mais il a été optimisé. C'est-à-dire qu'il est capable d'avoir des résultats dans un temps acceptable, alors qu'avant ce n'était pas forcément le cas. Pour résumer, dans le machine learning, il y a plusieurs algorithmes, mais un seul a été optimisé. Et d'après ce que je sais, l'ultra grande majorité des IA qui sortent ces dernières années tournent autour de cet algorithme. Il faut bien faire la part des choses. Et j'ai vu des data scientists dans les entreprises qui essaient de nous refourguer des anciens algorithmes ou des anciennes méthodes de statistiques qui n'ont pas fonctionné il y a 20 ans et qui essaient de le ressortir aujourd'hui. Je suis désolé, mais nous ne sommes pas plus intelligents qu'il y a 20 ans. Et si les informaticiens d'il y a 20 ans ne sont pas arrivés à révolutionner les entreprises à l'époque, ce n'est pas maintenant que nous allons le faire. Faites bien attention quand des data scientists vous parlent de bien faire la part des choses. Parce qu'ils disent un peu tout et n'importe quoi. Et moi, j'avoue que dans certaines situations, pas tous, mais certains, m'ont vraiment énervé. Est-ce que les nouvelles IA sont capables de tout faire pour autant? La réponse est non. Dans certains cas, elles sont championnes, mais dans d'autres cas, elles sont moins performantes que les IA d'avant. Reprenons le cas des échecs. Les nouvelles IA se font éclater à plat de couture par les anciens algorithmes. Ou si elles ne se font pas éclater, c'est en termes économiques qu'elles se font dépasser. Il n'est pas intéressant pour une entreprise de payer 10, 100, 1000 fois plus cher pour un résultat qu'elle peut déjà atteindre avec un algorithme qui coûte presque rien. Donc faites attention, il est très important de mettre une IA en fonction de chaque cas d'utilisation. Il y a encore des cas d'utilisation où les IA ne peuvent pas répondre. Ce que je présente ici, ce sont les cas où ces nouvelles IA sont vraiment très bonnes. Le premier cas est la traduction. Et je pense que dans ce domaine-là, les traducteurs ont du souci à se faire. Pas tous, mais un grand nombre de traducteurs va devenir inutile. Pourquoi? Même si les IA ne font pas mieux que les traducteurs, c'est que les IA ne coûtent pratiquement rien par rapport à des traducteurs. Les algorithmes de recommandation sont redoutables. Et ils arrivent à nous faire passer une après-midi complète à regarder des vidéos sur une plateforme sans détourner le regard. Alors bien sûr, je trouve que ces algorithmes sont une plaie pour la société et je ne suis pas en train de les encenser, mais il faut quand même reconnaître que techniquement, ils font des prouesses. Il y a aussi un domaine qui est passé sous silence et qui a pourtant coûté l'emploi de nombreux ingénieurs qualifiés. Dans les années 2010, l'IA est venue remplacer des ingénieurs qui avaient été formés pour la finance à la fin des années 1990 au début des années 2000. Ils étaient extrêmement recherchés et payaient une fortune et ils ont tout simplement été mis à la porte parce qu'une IA est arrivée. À part l'exemple des traductions, je ne connais pas d'IA qui a remplacé des algorithmes existants. Tout simplement parce que les IA sont très chères.
Et un informaticien sensé ne privilégiera jamais une IA par rapport à un algorithme bien fait. Bien sûr, si aucun algorithme n'a été déterminé pour faire le travail, alors on va se tourner vers l'IA. Il faut voir les IA comme des extensions, des choses nouvelles, des choses que nous ne pouvions pas faire actuellement. À écouter certaines personnes, l'IA est la révolution qui va tout transformer, qui va tout changer. Moi, je n'ai pas cet avis. Je pense que mettre l'IA de partout est une ânerie. J'ai essayé de vous l'expliquer pendant toute cette vidéo et j'espère vous avoir convaincu, au moins une partie d'entre vous. Est-ce que l'IA conventionnelle va changer les choses? L'IA conventionnelle, qui existait il y a 20 ans, comme je l'ai dit, ne va rien changer. On va continuer à vivre avec. Nos algorithmes, ils ont bien changé notre vie depuis ces 40 dernières années. Et ils vont continuer à faire ce qu'ils font de bien. Maintenant, est-ce qu'ils vont vraiment révolutionner la vie future? Non. En ce qui concerne le machine learning, la réponse est oui et non. Dans certains cas d'utilisation, ils vont faire des merveilles, et dans tous les autres cas, ils ne vont rien faire du tout. C'est ce que je vais essayer de vous inculquer dans les vidéos futures, parce que c'est une série de vidéos, parce que je n'ai pas pu tout mettre dans la vidéo d'aujourd'hui. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté jusque-là, et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo sur la série consacrée à l'IA.